Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Et oui, ce générique du journal de 13h de TF1 qui nous, évidemment, nous évoque Jean-Pierre Pernaut, émission spéciale consacrée à Jean-Pierre Pernaut ce matin avec des gens qui l'ont connu, côtoyé, aimé. C'était le cas je pense, de tous ceux qui l'ont rencontré. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, puis c'était aussi votre cas. Hein. Absolument. Vous avez été au tout début de votre carrière à ses côtés et je pense que vous avez aussi appris plein de choses à ses côtés. Oui, en plus d'être un confrère, c'était un ami. Moi, je l'ai connu en 95 dans l'émission Combien ça coûte. Et Jean-Pierre était vraiment quelqu'un de loyal, d'honnête, de bien, de généreux. Et c'est vrai que quand les gens vous quittent, enfin quand les gens partent, on a une pluie d'hommages et on sourit un peu en se disant bon bah voilà, on peut pas dire de mal, mais il n'y avait pas de mal à dire de Jean-Pierre. Franchement, c'est ce que j'ai entendu est très 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 sincère. Il est exactement comme vous le voyez à l'antenne. Simple, généreux. Il était populaire, il aimait les choses simples, il aimait les gens. Et puis oui, il a dit en quittant son dernier JT le 18 décembre dernier, je ne vous oublierai jamais. Je pense qu'on n'oubliera jamais Jean-Pierre. Et pour preuve, ce documentaire hier diffusé sur TF1 à près de 22h qui a fait 6 millions, rassemblé 6 millions de téléspectateurs, 25% du public a regardé. Formidable document de Michel Izard, qui était un de ses collègues et qui a travaillé avec lui pendant très très longtemps. Donc voilà, on pense à Jean-Pierre et évidemment cette émission lui est consacrée, dédiée. On pense à sa femme Nathalie Marquet, à ses 4 enfants et on va tout de suite passer la question du jour. Évidemment, elle concerne Jean-Pierre Pernaut. La question du jour, elle est consacrée à Jean-Pierre Pernaut et les votes sont massifs. On vous a demandé si c'était la dernière star du journal télévisé en France. Eh bien, vous nous dites oui à 90%. Sur le compte Twitter de Sud Radio, vous pouvez continuer évidemment à aller voter. Vous pouvez aller sur le compte YouTube et puis nous dire ce que vous pensiez de Jean-Pierre Pernaut, quelle image vous aviez et puis comment il vous a accompagné pendant ces 30 ans. N'hésitez pas à dialoguer avec nous durant cette émission spéciale. Alors, le zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. C'est avec une immense douleur que nous avons appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut. C'est ainsi que commence le communiqué de TF1 annonçant la mort de son journaliste vedette du 13h. Plus de 7000 journaux, Valérie, à son actif. Et pour une fois, pour évoquer les causes de sa mort, on n'utilisera pas la formule consacrée suite à une longue maladie. Non, il est mort d'un cancer. Et lors de sa dernière interview, c'était le 9 décembre, dans Touche pas à mon poste, il avait rappelé l'important de parler du cancer. La première femme qui a 20 ans, le soir de l'élection de Sylvie Tellier, c'était à Mulhouse et j'avais rencontré Nathalie ce soir-là, belle histoire qui a commencé ce soir-là, le coup de foudre. Et ce soir-là, je lui ai demandé d'où elle venait, ce qu'elle faisait, qui elle était et elle m'a parlé pour la première fois de son cancer. C'est la première fois de ma vie qu'on me parlait d'un cancer. Toujours on parle de longues maladies, et Nathalie ne supportait pas qu'on dise ça. Et elle a raison. Pour regarder, on dit il y a des gens qui meurent du Covid, il y a des gens qui meurent de la grippe, il y a des gens qui meurent d'un cancer. Zut, il faut arrêter de parler, c'est pas tabou le cancer. Apparemment, il ne serait pas mort de son cancer. Hein. Il serait mort de complications, d'autres complications, mais il était en train de vaincre ce cancer, de ce qu'on sait ce matin. Je vous laisse continuer, Gilles. Mais sa santé était fragilisée par ces deux cancers, évidemment. Absolument. Toujours en décembre et amoureux d'une Miss, mais aussi des Miss. Hein, vous vous souvenez, c'était le premier à dévoiler toutes les candidates dans son trésor. C'était un rendez-vous incontournable de découvrir les Miss France. Il avait tenu cette année à monter sur scène. Jean-Pierre Foucault l'a évoqué hier dans C'est à vous. Lorsqu'il est venu sur scène, pendant les répétitions, je dois avouer qu'il avait quelques petites difficultés à marcher. Et j'ai dit, mais si tu veux... Tu peux rester à ta table, j'ai été interviewé depuis la scène et toi à la table des jurés. Il a dit non, je veux venir. En fait, il avait souhaité balayer d'un revers ce mal en disant cette bataille, ce combat, celui-ci, comme tous les autres, je le gagnerai. Hélas, ce combat, il ne l'a pas gagné et c'est ce qui fait que nous sommes tous tristes ce soir. Un combat qu'il n'a pas gagné, mais dont Bernard Montiel a appris l'information en direct quand il était à l'antenne pour le 6 à 7 sur C8, cueilli par la nouvelle de la mort de Jean-Pierre Pernaut. Vous allez voir que l'émotion l'a submergé. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 6 à 7. On vient d'apprendre une terrible nouvelle, je suis bouleversé.
On va rendre hommage. Jean-Pierre Pernaut nous a quittés. Il vient de nous quitter, je suis désolé. Pardon. C'est tout ce que je ne voulais pas faire. On vient d'apprendre son décès à l'instant et on est tous sous le choc. Jean-Pierre Pernaut nous a quittés. Nous allons faire une émission spéciale, évidemment, tout à l'heure. Je suis désolé. Pardon. Pardonnez-moi. Nos pensées vont son épouse, évidemment, et ses enfants. Oui. On le connaît bien, Bernard, Valérie, tous les deux. Je l'ai eu hier soir et il l'a appris effectivement au moment où il prenait l'antenne. Il l'a appris dans l'oreillette, donc c'était terrible. Et puis Jean-Pierre Pernaut et ses fameux sujets régionaux. Mais c'était aussi une couleur, Valérie, un ton. Il faisait partie de la famille. Tenez, quand il emménageait dans un nouveau décor pour son journal, c'est un peu comme il faisait entrer dans son nouvel appartement. Nous sommes le 26 août 1996 et c'est un ton de 13h, un ton Jean-Pierre Pernaut. Mesdames et messieurs, bonjour. Un nouveau générique, vous venez de le voir, et un nouveau décor. Il est tout beau, tout neuf. C'est la petite surprise que je vous avais annoncée vendredi. Comme beaucoup de Français, eh bien, nous avons à TF1 profité de l'été pour refaire un petit peu les peintures. Mais l'été n'est pas terminé et on regarde tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. Beaucoup de nuages, un peu de pluie cet après-midi de l'Aquitaine aux Alpes. Des orages éclateront en montagne. Le ciel restera très nuageux sur le nord-est. Nous sommes le 26 août, vous l'avez vu sur le générique, et pourtant, des enfants sont déjà rentrés à l'école ce matin. Quelques milliers d'enfants dans des écoles où on pratique la semaine de 4 jours. Ils rentrent plus tôt que les autres. Par exemple, ce matin, à Nonan, près de Bayeux, dans le Calvados. Reportage de Florence Chal et Bertrand Lachat. Je vous vois ému, Valérie, d'entendre cette voix et ce ton du journal. On aura Gérard Carrérou avec nous dans un instant, oui. Ouais, pour finir, invité de Darius Rosbin, justement, pour son dernier JT du 13h, c'était il y a plus d'1 an. Eh bien, le journaliste helvète l'avait interrogé sur son souvenir le plus fort de sa carrière. 33 ans, la plus forte émotion, c'était quoi? Professionnelle. Professionnel, c'est le 11 septembre à New York. Ouais. 2 jours après les attentats, dans les rues de New York, à arpenter les rues poussiéreuses avec des petites bougies partout. Mais il y en a plein. Il y a aussi des reportages avec des paysans qui s'expriment d'une manière formidable. Des reportages d'un grand caméraman de TF1. C'est l'image dans le 13h. L'un de ces reporters d'images, Alain Darchy, qui va filmer un vieux paysan auvergnat avec cette phrase: tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu. J'en ai encore des frissons quand je l'entends dire ça. Ouais, c'était un journaliste, Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Gérard Carrérou. Bonjour Valérie. Vous avez été directeur de l'information de TF1, journaliste au service politique. Vous avez connu Jean-Pierre Pernaut au moment où il est arrivé au 13h. Oui, alors d'abord, évidemment, comme tout le monde, d'abord c'est vous qui m'avez appris. Oui, je suis désolée, hier quand je vous ai appelé, vous m'avez dit qu'est-ce qui se passe. J'étais vraiment au sens propre du mot, j'étais extrêmement triste. J'ai été envahi par cette tristesse. J'ai passé 20 ans à TF1 avec Pernaut. J'ai été son collègue, comme on dit, on a travaillé ensemble. J'étais à ce moment-là chef du service politique, puis ensuite je suis devenu son patron. Vous savez, quand on est patron à la radio, à la télé, c'est pas comme d'être patron dans la sidérurgie. Je veux dire, on a des rapports qui sont quand même des rapports de copains. Et j'ai toujours, pour vous dire, pendant les 20 ans que j'ai travaillé avec lui, je suis passé un compte incroyable de fois dans son journal, lorsqu'il y avait des événements importants. Et j'ai jamais eu la moindre anicroche avec lui. C'était un garçon droit, il vous disait comme il voyait les choses, vous lui disiez comment vous les voyez vous-même, et toujours on trouvait le moyen. Et c'était pas évident, parce que cette époque-là, il était un peu, si vous voulez, le rebelle quelque part. Il a été nommé pour prendre la suite de Mourouzi par Moujotte et Lelay, pour faire quelque chose de différent. TF1 avait été privatisé, les dirigeants de TF1 nouveaux du groupe Bouygues voulaient faire une chaîne totalement différente, proche des gens, une chaîne qui soit effectivement reçue par tout le monde, et ils avaient choisi Pernaut. Ils ont eu l'intelligence de choisir Pernaut. Mais attention, la rédaction de l'époque, et moi j'ai été appelé à la diriger quelques mois après, la rédaction de l'époque, pour vous donner un chiffre, il y avait 20 journalistes dans le service politique que je dirigeais, il y en avait 19 qui étaient à gauche. La seule différence entre eux, c'était de savoir s'ils étaient plutôt tendance Fabius, tendance Jospin ou tendance Rocard. C'était ça la rédaction de TF1, ex-service public. Donc le changement était à l'ordre du jour et Pernaut a été l'homme extraordinaire pour faire ce changement. Et comment il l'a fait? Il l'a fait avec un moyen extrêmement simple. Il a voulu que ça soit
la télévision des Français, la télévision du peuple français. Ouais. Alors on a dit c'est l'homme des territoires. Ouais. Plutôt que le mot territoire, il détestait, oui. Et puis détestait ce mot. Moi non plus. C'est un peu le mot avec on pense au territoire perdu de la République. Ouais. Mais si vous laissez plutôt Pernod, c'était la France des régions d'autrefois, des terroirs de toujours. La tradition, oui. Et de la tradition. Alors pour faire ça, il a eu une astuce, et ça c'est lui qui l'a trouvé. Il a dit pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un accord avec l'ensemble des grands journaux régionaux associés dans la PQR, et on va pouvoir utiliser, si on fait cet accord, utiliser les services de tous les correspondants de ces journaux, etc. Et ça a marché. En tant que patron de la rédaction, j'ai négocié chaque année, on renégociait l'accord, mais avec ça, il avait le plus grand, le plus beau réseau de correspondants dans toute la France. Et quand il y avait le moindre truc dans le moindre petit village, la moindre petite commune, etc., ou les villes, c'était partout en France, on avait souvent la primeur dans le journal de Pernod. Et c'était tellement vrai que peu à peu, d'abord il a imposé ce style, il l'a imposé en ce sens que les gens sont venus et on est devenu d'un leader, un leader incontesté de 2 ou 3 fois plus que les concurrents, et ils ont été nombreux les concurrents, et ensuite ce style-là a rayonné dans toute la chaîne de TF1, dans les infos de TF1, à ce point que je me souviens même PPDA qui présentait le 20h, peu à peu, les gens ont commencé à dire « Ah ben finalement, PPDA se met aussi à faire du Pernod. » Oui, et Chazal après. Ouais. Parce que, si vous voulez, ils ont compris que c'était ce que voulaient les gens. Moi, la première fois, quand je me souviens, une fois, je vais en Normandie, je rencontre un gars, et il me dit « Ah, mais je vous ai vu à la télévision. » Et moi, naïvement, je lui dis « Ah oui, vous avez dû me voir, je faisais un papier dans le 20h de PPDA. » Ah, il me dit « Non, moi, PPDA, je regarde pas, mais c'est Pernod. Ouais. Je vous ai vu dans le journal de Pernod pour parler des élections. » C'est ça, Pernod. La France entière s'était mise à l'unisson de son canard, de son journal. Ouais. Comment est-ce qu'il prenait parfois les critiques? Parce qu'aujourd'hui, il est devenu, j'ai envie de dire, tendance. Tout le monde salue son journal, mais il a été moqué. Il faut rappeler que les Guignols étaient extrêmement durs. Le petit journal, il était traité de ringard. Et en fait, il a complètement, enfin, la tendance s'est complètement inversée. Est-ce que ces critiques-là le touchaient? Alors oui, vous savez, on ne peut pas impunément vous traiter de plouc, de beauf, c'est ça qu'il a essuyé pendant des années. Moi, j'ai eu en tant que responsable, j'avais des journalistes qui venaient systématiquement se plaindre dans mon bureau. Ouais. Pourquoi est-ce que Pernod n'a pas voulu prendre mon papier là-dessus, etc. Tout ce qui était la vieille politique, la vieille façon de traiter l'information. Parce qu'il y avait une vieille façon, n'oublions pas ça. Eh bien, il faisait sauter ces critères d'avant. Évidemment, beaucoup de journalistes se plaignaient, donc on le traitait, et surtout, mais la chose qu'on lui reprochait, on disait il est populiste, il est poujadiste, on disait pas il est Front National, mais c'est ce qu'on voulait dire à l'époque, alors qu'il n'était, à mon avis, ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. C'était, alors, de culture personnelle, c'était probablement, on pourrait dire aujourd'hui, c'était un homme plutôt de droite, Pernod, mais c'était un homme de droite au sens d'un homme qui aimait la France telle qu'elle était, qui était si vous voulez, un conservateur, et un conservateur éclairé, mais ça plaisait pas à une certaine intelligentsia. Ouais. Hein, c'est le peuple d'en haut, les gens d'en haut n'aimaient pas ce peuple d'en bas. Absolument. Et il était émanation du peuple d'en bas, la France profonde. Merci Gérard Carrérou d'avoir été avec nous, ancien directeur de l'information de TF1. Tout à l'heure, on entendra Françoise Laborde, Dominique Lagroux-Sampère. On marque une toute petite pause, à tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Émission spéciale consacrée à Jean-Pierre Pernod, hommage à Jean-Pierre Pernod. On aura tout à l'heure Françoise Laborde, Philippe Risoli, Dominique Lagroux-Sampère. Gilles, vous vouliez nous faire écouter avant quelques extraits. Deux petits sons pour également illustrer. Se souvenir de Jean-Pierre. Alors un petit son qui est passé hier dans Quotidien, c'est ces fameuses petites phrases, vous savez, juste à la fin d'un reportage, et puis qui en dit beaucoup quand même. Ouais. Le côté je dis ça mais je dis rien. Plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Enfin, il ne fait pas bon être hostile au mariage homosexuel. Brigitte Bardot, vous savez, leader de ce mouvement, est expulsée du logement de la ville de Paris qu'elle louait depuis une trentaine d'années. Tiens donc, je sais que les Italiens, par souci de solidarité avec leurs compatriotes, ont décidé de ne pas demander leur prime de match. Il y a heureusement des pays où les joueurs ont de l'éducation et du savoir-vivre. 800 personnes en France qui s'appellent connards, sauf dans le Limousin. Aucun connard dans le Limousin.
Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Voilà. Ça fait du bien d'entendre ça, Valérie, d'entendre le Jean-Pierre Pernaut. Et puis, on va parler donc avec Dominique Lagrosse-Ampère des régions. On l'a reçu dans l'émission Média, plusieurs fois d'ailleurs. Et vous aviez évoqué avec lui les régions, Valérie. Je suis désolé, les régions, la gastronomie, les cultures régionales, les danses régionales, les musiques régionales, les écrivains régionaux, c'est pas des gens qui appartiennent à des territoires et qui appartiennent à qui que ce soit. Donc ce sont des gens qui sont dans les régions. Les régions, elles ont un avenir magnifique et les gens sont passionnés par les régions. On l'a vu dans le confinement. On le voit encore cet été. Il n'y a jamais eu autant de gens en vacances dans les régions françaises. Ils ont commencé à les découvrir l'année dernière. C'est une richesse infinie, les régions, par la beauté des paysages, quand elles ne sont pas abîmées par les éoliennes ou par d'autres trucs. Oui, voilà. Dominique Lagrosse-Ampère, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci vraiment parce que j'imagine que la peine vous étreint. Il avait préfacé votre livre dont vous étiez venu nous parler il y a tout juste quelques semaines. Vous étiez à ses côtés pour SOS Village, Le plus beau marché. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce matin sur Jean-Pierre ? Je veux déjà dire que je pense très fort à sa famille parce qu'il est très proche de sa famille. Il aime sa famille et c'est quelqu'un d'infiniment fidèle. Donc j'embrasse sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, toute sa famille. Je pense que ça fait du bien. J'écoutais tout ce que vous disiez sur lui. Ça fait du bien dans ce monde d'égo surdimensionné. Ça fait du bien d'avoir des gens vrais. Des gens qui n'ont pas oublié d'où ils venaient, des gens qui restent fidèles et qui ne sont pas lâches dans ce monde où justement c'est facile de se cacher derrière les petits mots, les petites choses, etc. Lui, il était fidèle à quoi ? Aux gens à qui il parlait. Les gens à qui il parlait, c'était tous ces Français dont on ne parle pas, tous ces téléspectateurs qui n'ont jamais droit finalement à la parole. C'était loin. Ce que moi je garde de Jean-Pierre et qui va continuer à me guider, c'est que notre boulot de journaliste, ça n'est pas de donner des leçons, mais d'écouter ces gens qui sont heureux, qui souffrent, qui ont des aspirations, qui ont des demandes, des explications. On n'est pas des donneurs de leçons. Jean-Pierre m'a toujours dit, reste toi-même, n'oublie jamais d'où tu viens, n'oublie jamais que les gens à qui tu parles sont des gens qui peuvent être des gens en difficulté, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, des gens qui ont leurs repères à eux, leur région à eux, qui connaissent pas Paris, qui viendront peut-être jamais à Paris. Mais ces gens-là, c'est toi, c'est moi, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, c'est mon voisin. Sa maman, vous savez, quand elle était vivante, moi j'étais tout le temps dans son bureau, à chaque fois qu'il terminait son journal, c'est à elle qui téléphonait. Et elle l'engueulait quand il y avait un sujet qu'elle comprenait pas. Je dis, tu me parles comme si je devais tout comprendre. Non, lui parlait à sa maman, mais sa maman c'était tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et sa maman lui disait merci pour ça parce que là tu vois t'as pas oublié les pêcheurs, t'as pas oublié les agriculteurs. Voilà. C'était ça, Jean-Pierre. Témoignage d'une auditrice qui dit: nous sommes tous immensément tristes par cette nouvelle. Jean-Pierre est rentré chez nous tous les midis pour nous accompagner pendant le déjeuner pendant des décennies. Je disais ce matin à mon mari que nos vacances d'été étaient souvent prises après un reportage de telle ou telle région. Il aimait son pays. Beaucoup de témoignages très, très affectueux et très émus des téléspectateurs de TF1. Et vous avez dit, on entend dans vos paroles, et c'est ce que j'ai aussi dit en début, c'est qu'il ne trichait pas. Il était une immense star, mais il ne se comportait pas comme tel. Il était il était à l'antenne comme il était dans la vie. Alors, Valérie, Valérie, aussi pour Dominique, qui a sûrement vu travailler Jean-Pierre Pernaut, c'est un journaliste qui travaillait sans prompteur. C'est un des rares qui travaillait et qui était vraiment dans le dialogue avec ses journalistes en plateau. C'est seul. Dominique. Vous savez, quand vous dites, Valérie, qu'il ne trichait pas, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le pote, le père pour certains, c'est l'homme
qui était exactement celui que vous aviez derrière votre petit écran. Moi, quand j'allais sur le terrain, les gens me disaient, mais dites-moi qu'il est vraiment comme ça, Jean-Pierre. Ouais. Et je disais, mais c'est pas, vous savez, après la mort, on sait, les hommages, on est le plus beau, on est le plus grand, on est le plus... Voilà. C'est ça, c'est ce que je disais. Ouais. C'était un mec qui avait un sacré caractère, qui était colérique. Oui, on en a parlé de ses colères. Ouais. Qui était... comment dire, entier, mais vous savez, moi je préfère quelqu'un qui gueule un bon coup et qui dit quand ça va pas et qui après vient te voir en disant allez viens, on va se prendre un verre, parce que ça c'est l'humanité, ça c'est la bienveillance. Il disait tout haut ce que les autres disaient tout bas, et moi je suis aujourd'hui je suis triste, évidemment, infiniment triste, mais je suis riche de ce qu'il m'a donné, parce que je suis fière, si vous voulez, de la journaliste que je suis devenue aujourd'hui, parce que je sais que je fais partie de cette... Voilà, de ces hommes et de ces femmes qui ne veulent pas tricher aux gens à qui ils parlent. Pourquoi il était aimé? Parce que les gens ne se sont jamais trompés sur son compte. Avoir autant duré, c'est parce que vous ne pouvez pas tricher. Et quand on triche, ça se voit à la télé. On ne peut pas prendre les téléspectateurs ou les auditeurs pour des idiots. Non. Ça se fait, ça ne dure pas très longtemps. Et moi, je peux vous dire que tous les auditeurs qui vous écoutent, ils vous aimaient, Jean-Pierre. Ils vous aimaient infiniment. Ils vous aimaient parce qu'ils vous respectaient, parce qu'ils savaient que tous les jours, il était accueilli chez les téléspectateurs. Vous savez, moi, quand j'allais voir des téléspectateurs, certains me disaient, et c'est dingue d'y penser, certains me disaient qu'il y avait une assiette qui était prévue pour lui, une assiette vide. Il y avait à la table, moi je me souviens d'une petite mamie qui me disait, ben voilà, moi Jean-Pierre il est là, ben c'est comme mon petit garçon, je lui mets une assiette. Ça peut paraître ça peut paraître idiot, mais je peux vous dire que Jean-Pierre, il le savait. Et ça le rendait très heureux. Il faisait partie de la famille. Camille nous dit, Jean-Pierre Pernaut, c'était des souvenirs chez mes grands-parents. J'ai la quarantaine passée, donc une grande partie de ma vie télévisuelle. Immense, Jean-Charles nous dit, immense tristesse, un excellent journaliste, un homme sympathique et intègre, né un 8 avril comme moi. Et oui, c'était un bélier, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Dominique Lagroux-Sans-Père. Des régions, vous savez, sachez quelque chose, c'est que c'est tellement caricatural de dire que c'était journaliste des régions. C'était un journaliste point barre. Et aujourd'hui, il faut comprendre que le journalisme, c'est pas un journalisme qui est fait à Paris, c'est l'actualité vue de toute la France. C'est ça le journalisme. Et c'est pas simplement quelque chose qu'on va montrer, qu'on va dire, qu'on va inculquer comme une leçon. C'est pas ça. Il était précurseur dans cette proximité avec les Français. Merci beaucoup Dominique Lagroux-Sans-Père d'être intervenue ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. On a Françoise Laborde avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour Valérie. Journaliste, présentatrice des 13h et 20h sur France 2 entre 85 et 93. Vous avez été chef du service économie et puis rédactrice en chef adjointe sur TF1, ancien membre du CSA. Quelle était votre relation avec Jean-Pierre Pernaut ? Comme tout ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire à la fois extrêmement chaleureuse et puis parfois heurtée, parce qu'il avait sa façon bien à lui de dire les choses. Donc, quand on arrivait pour lui proposer un sujet dont on ne voulait pas, il vous le disait franchement, sur le thème, ça n'a aucun intérêt, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais Jean-Pierre, c'est super important de parler. Alors, parfois, c'était les sujets européens ou les sujets politiques. Il disait non, c'est quoi les mesures concrètes? Il n'y a pas de mesures concrètes, bon, ça ne m'intéresse pas. Donc il était comme ça, un peu... et on avait des conversations parfois rugueuses, mais en même temps, il était extraordinairement généreux. C'est-à-dire que même s'il y avait des moments où on pouvait se prendre le bec avec lui, 10 minutes après, c'était passé. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point il a été généreux pour fabriquer, entre guillemets, une jeune génération romaine. Je pense à Michel Izard, par exemple, dont on connaît aujourd'hui le talent, le ton de voix, etc. Michel Izard, au début, il n'y avait que Jean-Pierre qui le prenait dans le Trésor, parce qu'il avait ce phrasé particulier, parce qu'il faisait des reportages à fond sur, en effet, des traditions françaises un peu oubliées. Et donc, on le moquait un peu. Et aujourd'hui, on considère que Michel Izard a inventé un nom. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, le nombre de reporters aujourd'hui qui copient le style de Michel Izard. Dominique Lagroux-Sans-Père a témoigné fort justement aussi de ça. Donc, cette générosité à faire émerger
des gens autour de lui pour le bien de son journal où il était très attaché. Et puis le deuxième point que je voudrais souligner aussi, c'est l'extraordinaire fidélité de Jean-Pierre. Ouais. Je vais vous dire une anecdote. J'entendais tout à l'heure Gérard Carrérou dire mon pote le Léon mis Jean-Pierre à l'antenne. C'est pas complètement vrai. La personne qui a mis Jean-Pierre Pernaut à l'antenne, il s'appelle Jean-Claude Paris. Il était directeur de la rédaction TF1 avec Michel Cotta et il s'est battu avec Patrick Lelay pour imposer Jean-Pierre Pernaut, dont personne ne voulait, ni la rédaction, et les branchés parisiens, etc. Parce que Jean-Pierre, tout le monde trouvait que son côté un peu garçon d'Amiens, provincial, on prenait pour un l'opposé de Mourouzi, quoi. Comme un plouc, et il en souffrait beaucoup. Eh bien, Jean-Pierre, avec Jean-Claude Paris, ont élaboré une charte du Trésor en disant on va faire alors. Et chaque fois que je voyais Jean-Pierre Pernaut, il me disait tu rappelleras Jean-Claude, hein, tu rappelleras Jean-Claude, parce qu'il se trouve que Jean-Claude Paris dans la vie c'est mon mari. Oui, c'est votre mari. Tu rappelleras Jean-Claude. Oui, tu rappelleras Jean-Claude. C'est avec lui qu'on a fait les 3 P. Alors proximité, province, je sais pas quel était le troisième, enfin peu importe. Et chaque fois, il rendait hommage à Jean-Claude et il appelait Jean-Claude très régulièrement, alors même que j'allais dire ça s'impose plus parce que voilà, on pèse plus dans le paysage. Et moi, ça, j'ai trouvé que c'était toujours formidable et c'était révélateur d'un homme. Cette capacité à être fidèle à ceux qui l'ont accompagné depuis le début. Et je pense que je suis d'accord avec Dominique quand elle disait à l'instant, c'est un grand journaliste. Et il a tellement souffert de cette espèce de condescendance parisienne, de mépris, y compris au sein de la chaîne, on peut quand même le dire. Quoi. À TF1, la vedette, c'était PPDA, et Jean-Pierre Pernaut, bon, c'était le garçon qui faisait le trésor, mais on mettait pas forcément en avant pour les grands rendez-vous politiques, internationaux, blabla. PPDA, c'était la star qui prenait la lumière, et Jean-Pierre Pernaut, ben voilà, il faisait le trésor. Et c'était tellement injuste, parce que quand vous regardez les journaux de trésor, quand il y a des grands événements politiques, internationaux, économiques, et que vous minutez, ils faisaient plus que les autres journaux sur la politique internationale, sur l'économie, sur la politique. Et donc on l'a réduit à ces rendez-vous qui étaient des rendez-vous de fin de journal, enfin je dis pas ça de façon péjorative, mais de réancrer son magazine dans la France. Et moi je suis très frappée de voir qu'aujourd'hui, sur France 2, le journal de Trésor de France 2, qui est une copie conforme de ce que fait Pernaut et de ce que faisait Pernaut et qu'on a tellement brocardé. Donc oui, c'était très injuste. Oui, il en souffrait, et je pense qu'il n'a pas eu de la profession et du milieu parisien la reconnaissance qu'il méritait. Il l'a eu un peu, il l'a eu un petit peu quand il a quitté le Trésor, où il y a eu vraiment beaucoup d'hommages. Mais moi, j'ai souri un petit peu hier soir en voyant Quotidien lui rendre hommage, ce qui était normal. Mais c'est vrai que c'est des gens qui, à l'époque du Petit Journal, l'ont brocardé de façon assez violente. On pense au Guignol aussi. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est finalement, il a eu raison avant tout le monde, et c'est ce qui ressort aussi aujourd'hui. Je trouve formidable qu'on rende hommage à l'ensemble de son talent. Absolument. Et il n'y a pas de secret, je veux dire. Dans ce métier, on ne peut pas durer aussi longtemps si on ne travaille pas comme un chien et si on n'est pas au plus près de la vérité des gens. Et c'était ça qu'il faisait. Oui, merci. Valérie, oui, François. Oui, pardon, Gilles. J'ai un petit son pour vous. Oui. Je sais qu'on est un peu pressé par le temps, mais écoutez, il était heureux de son parcours de journaliste. Il s'était confié à Darius Rochebin sur ce parcours, justement, ce dont vous parlez avec Françoise. Est-ce que vous avez été heureux, Jean-Pierre Pernaut? Ah oui, heureux et fier. Vous avez eu de la chance? J'ai eu une chance inouïe, quoi. Le petit mec de Quevauvillers qui... C'est comment votre village? Quevauvillers. Quevauvillers. Je les salue d'ailleurs parce que... Comment on appelle les habitants de Quevauvillers? Quevauvillois. Quevauvillois. Salut aux Quevauvillois. Mais voilà, donc hier, il y a eu un reportage dans le Parisien, ils sont allés voir il paraît qu'ils sont en larmes là-bas parce que le petit du pays, il arrête le trésor, mais non, c'est pas grave, je retournerai vous voir. Mais c'est de la fierté, c'est d'avoir réussi quelque chose, d'avoir apporté des choses à l'audiovisuel, l'intérêt pour les régions, un réseau de correspondants que j'aime plus que tout, et je sais que c'est réciproque.
Voilà. Merci Françoise Laborde d'avoir été avec nous. Beaucoup de témoignages. Fabien qui a écrit un poème, allez voir sur le site, sur le Facebook de Sud Radio. Betsy qui est une Américaine qui nous dit « Depuis que je suis arrivée en France, j'étais inconditionnelle, j'ai tout de suite adoré son journal ». L'autre aspect de la vie de Jean-Pierre Pernaut, c'était le théâtre. Bonjour Philippe Risoli. Bonjour Valérie. Bonjour, merci d'avoir été, merci d'être avec nous. Vous êtes un ami, plus qu'un ami. D'ailleurs, Jean-Pierre disait de vous que vous étiez le deuxième mari de sa femme, puisque vous avez joué aux côtés de Nathalie Marquet dans des pièces écrites par Jean-Pierre Pernaut. Oui, c'est exactement ça. Deux pièces très précisément. Piège à Matignon pour commencer, Régime présidentiel ensuite, où on retrouvait l'aspect journaliste de Jean-Pierre, puisque même s'il s'agissait de comédie, c'était quand même sur fond de politique, on va dire. Ouais. Parce que dans les deux cas, j'étais un homme politique. C'est vrai que pour moi, je perds là un vrai ami. D'ailleurs, j'arrive toujours pas, moi non 24 heures plus tard, à réaliser qu'il est bleu. Cela dit, il y a tellement... Bon, vous vous rendez compte qu'en ce moment, je me disais, c'est... La télé est squattée évidemment par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et il arrive à trouver une place. Je veux dire n'importe qui d'autre serait passé à la trappe. Oui. Parce que et lui il est là, il existe. Vous le rappeliez tout à l'heure. Le documentaire a fait, je crois, plus de 6 millions de personnes, quasiment 22 heures. Ouais. Donc, ce qui souligne, si besoin était, son immense popularité. Enfin, c'est un truc de fou. Alors c'est vrai que moi, je le connaissais de TF1, puisque j'étais au début, quand on s'est connus, il m'appelait sa locomotive. Je présentais le Juste Prix qui était juste après. J'étais censé lui attirer le maximum de monde pour démarrer son journal. Donc, je l'ai connu, disons, dans une première période. Puis, il fait partie des gens, quand j'ai quitté au début des années 2000 TF1, plutôt quand on m'a un petit peu poussé légèrement, il fait partie de ceux avec qui j'ai gardé le contact et qui m'a vraiment témoigné son amitié, parce que quand on quitte comme ça, on vit quelques moments un peu difficiles. Donc lui faisait partie de ceux qui étaient là. Et quelques années plus tard, on s'est appelé aussi avec Nathalie, avec sa femme, avec qui je suis très ami, pour faire du théâtre. Alors c'est amusant, il adorait ça. Hein. Il adorait ça. Et moi, je pense qu'il n'aurait pas fallu grand-chose pour qu'il monte sur scène finalement. Ah oui. Après avoir refermé le côté journaliste pur et dur, quoi. Ouais. Mais alors c'est marrant parce que alors d'abord il était très souvent là quand on était en province. Oui, c'est ce que vous disiez. Il vous a accompagné. Quand je dis que vous avez vécu 7 ans avec lui, ça a été 7 ans de tournée et il était là. Et vous preniez vos petits déjeuners ensemble. Oui, parce que c'était un lève-tôt. Il avait l'habitude de se lever tôt pour préparer son journal et ça continuait le week-end. Parce que quand on est en tournée en province, c'est essentiellement le week-end. C'est pour ça que ça lui permettait de venir. Et donc on prenait des petits déjeuners et on parlait de tout et de rien du quotidien. On parlait beaucoup de politique parce qu'au fond, il aimait ça. C'est pour ça que j'entendais d'autres interlocuteurs vous dire ce n'était pas simplement l'homme des régions. Non. C'est vrai, ils ont raison. Ce n'était pas simplement l'homme des régions. Donc on parlait franchement de tout, mais ça pouvait durer 1 heure autour d'une tasse de café. Mais je vous disais qu'il y avait une simplicité chez cet homme qui était une véritable star. Et pour preuve, alors donc il nous accompagnait très souvent. Il y avait un mélange de ce qu'il découvrait au niveau du théâtre, parce qu'il aimait observer, il se mettait tout seul dans la salle, dans l'ombre, il regardait. Puis aussi l'amour de sa femme. On peut même dire qu'avant chaque pièce, il avait un petit moment de bonheur qui était de monter sur scène et d'introduire la pièce. Alors ça a été logiquement prévu que ça fasse 5 minutes, ça faisait 15 à 20 minutes, les gens adoraient ça. Et moi qui assistais à une pièce, il est même arrivé en gilet jaune pour parler. Et ça, c'était son grand moment de bonheur, ce petit quart d'heure-là. La première fois où en province, il m'a dit, Philippe, ça te dit, si je te chauffe un peu la salle, il disait je vais faire chauffer ça. Alors la première fois j'ai été un tout petit peu étonné, puis alors il avait pris à terre, il commençait, alors il improvisait, sauf la première phrase. La première phrase c'était systématiquement la même. Il montait sur scène, sans être annoncé évidemment. Le rideau était fermé, il était face aux spectateurs, et là systématiquement
il leur disait, bon, pour ceux qui ne regardent que France 2, je m'appelle Jean-Pierre Pernaut. Il commençait comme ça, puis après, après il improvisait en fonction de la ville où on se trouvait, en fonction de l'humeur. Mais je vois les fois où il ne venait pas, par exemple. Donc, nous, on jouait évidemment notre pièce et il y a souvent ce qu'on appelle des séances de dédicace après la représentation. Mais tous ceux qui venaient, qui s'adressaient à nous, et notamment à Nathalie, lui avait toujours un message à faire passer à Jean-Pierre. Soit ça partait d'un simple bonjour, vous n'oublierez pas de le saluer, dites-lui qu'on le regarde tous les jours, ou alors s'il y avait un petit problème dans la région, demandez-lui s'il ne pourrait pas parler de telle ou telle chose. Il demandait à moi aussi, est-ce que vous pouvez lui faire passer un message donc là encore, on voit que c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement populaire, extrêmement populaire. Philippe, on manque de temps, on a déjà largement dépassé. On vous écouterait pendant des heures parce que vous étiez un ami personnel de Jean-Pierre, très proche de Nathalie Marquet également. On pense à elle très fort. Elle s'est battue à ses côtés. Elle a été extrêmement présente, évidemment, tout au long de la maladie de Jean-Pierre. Il était fou de sa femme, il l'adorait, il était voilà, c'était un père de famille, un grand-père, c'était Jean-Pierre, et tout ce que vous entendez sur lui est vrai. Et Philippe, Françoise, Dominique, Gérard que vous avez entendu ce matin étaient sincères dans leur hommage à Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre, on ne t'oubliera jamais. Merci à vous, merci Philippe Risoli, merci beaucoup Gilles Gansman, vous avez fait un gros boulot d'archives. On n'a pas pu tout passer, mais on le met de côté, on reparlera de Jean-Pierre Pernaut parce qu'on ne va pas l'oublier comme ça. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour un tout autre sujet, l'AVC. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.